Bonsoir à tous et à toutes. Alors, on a intitulé cette keynote entrepreneur. C'est un terme assez large parce que le digital, c'est aussi beaucoup d'entrepreneuriat, mais c'est aussi surtout beaucoup d'idées et de nouvelles idées. Et tous les gens qui sont autour de moi sont là pour à la fois soit emporter, comme Jean-David, qui aide les nouvelles idées à éclore, et d'autres pour en avoir créé, des idées qui ont déjà bien avancé, et puis d'autres pour présenter des idées toutes neuves, toutes fraîches, qui sont en train de prendre un grand élan. Donc, moi, je vous propose de commencer effectivement par une question un peu à la volée, qui va être une question un petit peu très simple, effectivement. C'est que on a l'impression, enfin, j'ai l'impression que chacune de vos sociétés représente une rupture aujourd'hui par rapport à un marché dans lequel vous êtes respectivement. Est-ce que vous avez la même impression vis-à-vis du marché qui est en face de vous? Alors, je vais être plus clair. Est-ce que, on se l'est déjà dit d'ailleurs, est-ce que en fait, en principe, est-ce que l'idée n'aurait pas dû partir plutôt ou arriver chez les grands des mondes dans lesquels vous évoluez, plutôt que chez vous? Voilà. Je ne sais pas si je suis bien clair. Stéphanie. Donc, bonjour à tous. En effet, donc, je dirige une entreprise qui s'appelle Restopolitane. On a été créé il y a 7 ans et il y a 3 ans, on a complètement réinventé notre business model. Et donc pour reprendre le point que tu disais, on est parti d'un constat qui était assez simple. On a suivi avec attention l'appétence et l'explosion qu'il y avait autour de la thématique bon plan restaurant, avec des sujets comme des sites de promotion de resto, des sites de deal, les coffrets cadeaux et ainsi de suite. Mais on a constaté qu'il y avait une vraie problématique, il y avait 2 problématiques principales. La première qui était du côté du consommateur, pour lequel l'expérience client n'était pas forcément toujours au rendez-vous, ou en tout cas c'était un sujet et la question pouvait se poser. Est-ce que quand je vais réserver, aller au restaurant, je vais avoir une table près des toilettes? Est-ce que c'est valable tous les jours? Est-ce que mon coffret se périme, etc. Donc vraiment en termes d'expérience utilisateur. Et la deuxième problématique qu'on avait pu identifier, pour le coup plus du côté du restaurateur, où finalement être associé uniquement à un pourcentage de réduction, c'est un petit peu compliqué pour lui, parce que c'est assez dévalorisant pour son image. Et je donne toujours l'exemple de la SNCF. Si on prend tous le train, pas un seul d'entre nous paiera le même prix de billet. Donc maintenant, c'est factuel, on le sait tous. En revanche, personne ne sait si j'ai payé moins 5, moins 10, moins 50% sur mon train. Donc c'est une des vraies forces de VSC, c'est d'avoir réussi à monter ça. Et donc, fort de ces 2 constats-là, on s'est dit on va créer un produit qui finalement réponde à ces 2 problématiques. Et donc, c'est comme ça qu'on avait lancé notre carte de membre restaurant, qui donne accès à un repas offert dans plus de 1500 restaurants partenaires en France. C'est valable tous les jours de la semaine, déjeuner, dîner, même le week-end. C'est associé à un service de conciergerie pour traiter la réservation, qui est ouvert 7 jours sur 7. Donc les gens, nos membres, peuvent réserver en ligne ou par téléphone jusqu'à 22h le soir. Pas de menu ou de contraintes imposées, et voilà. Donc, je vais repréciser, donc, quand je parlais de rupture, je parlais d'inédit. Et en fait, tous les gens autour de moi... C'est un modèle qui n'existait pas, voilà, en effet, jusqu'à aujourd'hui. C'est un modèle qui n'existait pas en France. Et vous êtes tous représentatifs de modèles qui n'existaient pas avant que vous l'ayez créé ou apporté en France. Par exemple, on peut donner la parole à Nicolas Ferrari. Quand Airbnb est arrivé en France, ça a été une surprise pour plein de gens. D'un seul coup, on pouvait s'offrir, enfin, on peut toujours continuer d'ailleurs, à aller, tu en parles mieux que moi, mais chez l'habitant, s'offrir un très bel appartement dans un très bel endroit dans le monde. Comment ça se passe vis-à-vis effectivement de la rupture que ça crée vis-à-vis du monde hôtelier? Comment il vous voit et à limite, à la base, comment cette idée a germé, alors que cette idée et les idées qui nous entourent d'ailleurs sont des idées qu'on aurait... C'est un peu comme l'art en fait. Vous voyez, souvent on dit ça j'aurais pu le faire en fait. Et moi j'ai l'impression quand je vous regarde tous, je me dis putain j'aurais pu l'avoir cette idée. Et ben je l'ai pas eu. Donc voilà. Oui, c'est une bonne question. Bonjour à tous. Donc Nicolas Ferry, je suis directeur France pour Airbnb. Et effectivement, nous, je pense que le côté disruptif est assez clair, d'autant que dans le tourisme, et notamment dans l'hébergement touristique, il y avait finalement eu assez peu d'innovation depuis plusieurs décennies.
alors que le voyage est beaucoup démocratisé, les gens voyagent de plus en plus, et du coup en fait ont des attentes, notamment dans l'hébergement, qui sont différentes, qui changent beaucoup. Et en gros, jusqu'à présent, tu voyageais pour découvrir une ville au travers de ses musées, de ses activités, de ses principales attractions. Et maintenant, de plus en plus, tu voyages dans une ville pour vivre cette ville comme un local. Et donc il y a un vrai changement qui s'est opéré, pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Et je pense qu'en fait, la grande force d'Airbnb, c'est d'avoir su, en fait, au bon moment, surfer sur cette tendance de l'évolution du voyage, de l'évolution des motifs de voyage, pour proposer quelque chose qui était latent, que tout le monde attendait, pouvoir voyager chez l'habitant et plus uniquement dans des hébergements classiques comme les hôtels. Et donc de le proposer avec un produit qui du jour au lendemain a permis de connecter des personnes partout dans le monde en créant de la confiance, en créant de la sécurité et donc en créant toutes les conditions pour faire en sorte que ça explose. Donc on n'a pas créé le fait que les gens veuillent dormir chez l'habitant, on a créé un produit qui a permis de faire en sorte que ça arrive. Justement, quelle est la différence? Avant, moi, je pouvais aller à Barcelone, louer un appartement à Madame Goncalves pendant une semaine et être super heureux de passer une semaine à Barcelone dans un appart chez quelqu'un. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus, entre guillemets, aujourd'hui Airbnb par rapport à ça? Est-ce que c'est le fait justement de pouvoir le partager avec d'autres, de découvrir peut-être d'autres endroits aussi que Madame Goncalves n'a pas? Je pense que, non mais effectivement tu as raison, on n'a pas m'excuse pour tous les Goncalves qui sont dans la SAS. On n'a pas inventé la location chez l'habitant, ça existait avant, ça existe même depuis plus longtemps que l'hôtel. En revanche, on a créé les conditions pour faire en sorte que ça explose à une échelle qui n'existait pas auparavant. Et je pense que le principal élément là-dedans, c'est qu'on a étendu la location saisonnière sur la résidence principale, en fait. Et comment on a fait ça? Il y a, à mon avis, 2 ou 3 éléments principaux. Le premier, c'est le business model. Le fait que jusqu'à présent, tu avais des modèles qui étaient uniquement à l'abonnement et avec un paiement qui était un paiement hors ligne, classique, qui du coup nécessitait que tu puisses louer, que tu loues quand même relativement fréquemment pour que ça soit intéressant financièrement. Alors que nous, le paiement passe par le site et on prend des frais de service sur la réservation. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est encore plus importante, c'est la confiance. Et je pense que Nicolas en parlera, parce que chez Blablacar, c'est au moins aussi important que chez nous, voire plus. Mais c'est la confiance qu'on a pu créer entre les utilisateurs. Et c'est ça, finalement, on pose souvent la question de savoir est-ce que la consommation collaborative, ou la sharing economy en anglais, c'est la fin des marques. Et en fait, je pense pas. Je pense que c'est des marques nouvelles qui n'apportent pas un produit directement. Là, le produit, finalement, le service, il est entre l'hébergeur et le voyageur. Mais nous, on apporte cette dimension de confiance. Et donc on l'a apporté de plein de façons, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai laissé un peu la parole aux autres, mais la confiance est vraiment l'élément essentiel. Et le troisième élément, je pense que c'est le niveau international. Dans le voyage est quelque chose qui est intrinsèquement mobile et international, et Airbnb a été créé dès le début au niveau international. Et la question elle peut s'adresser à tout le monde, mais qu'est-ce qui fait à tous réellement votre différence, notamment grâce au digital aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous apporte? Enfin, vous êtes quasiment tous nés grâce et dans le digital, en fait. Quasiment tous, voire tous. Donc voilà, après avec des niveaux différents, Stéphanie elle essaie de convaincre des restaurateurs, Airbnb de convaincre des gens de louer leurs appartements, Nicolas des gens de prêter leur voiture, on va dire, entre guillemets, hein. Serge de convaincre des gens de certains partenaires de livrer des produits à d'autres, des gens qui attendent. Sylvain, effectivement, des musiciens, de donner des cours de musique à des gens comme vous et moi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, justement, comme on est dans une journée digitale, est-ce que vous pensez vraiment que le digital est un support qui vous a propulsé plus vite que si vous aviez créé justement une marque in situ? Nicolas? Oui, donc Nicolas de Blablacar. Peut-être je vais commencer par dire ce que fait Blablacar et qui on est, et puis ensuite je vais répondre à ta question. Donc Blablacar, on est le leader européen du covoiturage. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est un service internet où les conducteurs viennent sur le site et offrent leurs sièges disponibles quand ils voyagent entre des villes. Donc typiquement, si je fais un Paris-Lille et que j'ai 3 sièges disponibles dans ma voiture, je vais aller sur Blablacar, je vais offrir ces sièges, je vais vendre en fait ces sièges à des passagers qui veulent faire Paris-Lille.
Et en tant que passager, je vais aller sur Blablacar, finalement de la même manière que j'irai sur un site de voyage ou un site de transport, et je vais réserver ces sièges et je vais voyager avec ce conducteur entre Paris et Lille. Et tu parlais plutôt de rupture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on fait une rupture comportementale d'une certaine manière, parce que les gens n'étaient pas du tout habitués à voyager comme ça avant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a lancé un marché, on a démarré avec la France, puis on a fait l'Espagne, puis on a fait tous les autres marchés quasiment en Europe. En fait, le plus dur pour nous au démarrage, c'était d'expliquer ce nouveau comportement et dire que c'était OK de faire ça pour un conducteur, ça avait du sens de faire ça pour un passager. Et une fois qu'on a commencé à créer cette place de marché online, donc tu es obligé de le faire sur du digital, en fait, là, tu deviens une rupture par rapport au monde du transport. Donc finalement, ce que tu commences à offrir, aujourd'hui, on offre des Paris-Rennes, des Paris-Lille, des Munich-Francfort, 2, 3, 4 fois moins cher que le train ou le bus ou l'avion. Donc là, clairement, tu crées une rupture dans le monde du transport. Ensuite, ce qui est intéressant au début pour nous, c'était cet aspect nouveau et comportemental, où tu dois, un petit peu comme Airbnb d'une certaine manière, tu dois créer ce nouveau comportement. Et la difficulté, finalement, c'est comment est-ce que tu crées l'environnement pour que ce comportement fonctionne. Et nous, on a tout un tas de problématiques, finalement, de confiance, de rassembler des informations sur les gens, de créer des profils sur les membres, de faire en sorte qu'ils puissent transacter en ligne. Et d'une certaine manière, c'est ça que le digital a permis. C'est-à-dire que si on réfléchit au covoiturage en soi, on pourrait se dire ça aurait dû démarrer il y a 5 ans, ça aurait dû démarrer il y a 10 ans. Sauf qu'il y a 10 ans, c'était pas si simple d'avoir un Facebook Connect, de te connecter avec Facebook, de faire tout un tas de vérifications sur des membres. Et aujourd'hui, c'est possible. Donc en fait, si on résume, la vraie rupture, elle repose, et je vais laisser la parole après à Sylvain, dans le fait que vous offrez aujourd'hui à la fois un nouveau service à des gens qui n'existaient pas avant, et en plus vous avez à gérer un nouveau comportement, parce que vous l'avez généré en fait, ce comportement, si je ne me trompe pas. C'est ce que tu voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as aidé des gens à faire quelque chose qui n'existait pas avant, en tout cas, ils pouvaient le faire par eux-mêmes, mais tu l'as industrialisé pour eux, enfin tu l'as simplifié leur vie, et en même temps, du coup, aujourd'hui, tu as créé une nouvelle forme de comportement, Stéphanie, une nouvelle forme de gérer les choses, on va venir à Sylvain avec Music School, une nouvelle façon de gérer les cours de musique. Bonjour. Bonjour, Sylvain, directeur marketing d'E-Music School. Alors nous, c'est simple, pour comprendre ce qu'on fait, on a 2 taglines. La première, c'est la première école de musique en ligne, et la deuxième, c'est apprenez la musique avec des artistes. La rupture chez nous, elle vient avant tout de la capacité qu'on a donnée à des internautes à apprendre leur instrument, leur style avec des gens qu'ils avaient l'habitude d'écouter ou d'apprécier par rapport à leur jeu. On a aujourd'hui une quarantaine de professeurs qui sont soit des artistes, soit des musiciens très connus, d'autres musiciens eux-mêmes sur le site. Et effectivement, de toute manière, sans le digital, E-Music School n'aurait pas pu naître, ne serait-ce que d'un point de vue technique, parce qu'on diffuse des vidéos, des outils pédagogiques, et on avait un enjeu de bande passante énorme pour pouvoir faire passer l'ensemble des données qui sont sur le site et qui sont accessibles aux internautes pour apprendre la musique. Donc effectivement, le digital, à partir de là, s'il y a du digital, E-Music School est possible. S'il n'y a pas de digital, E-Music School n'est pas possible. Après, sur la première intervention, la première question que tu as posée, pourquoi est-ce qu'un grand groupe ne pouvait pas le faire, le marché de la musique est un marché qui est très atomisé, avec des conservatoires, des professeurs particuliers, des sociétés qui mettent en ligne qui mettent en lien des élèves avec des professeurs, par exemple Academia, pour citer une des plus importantes. Le fait est qu'aujourd'hui, ce marché est atomisé, et nous, ce qu'on voulait faire, c'était rassembler sur un maximum de professeurs, et on est toujours en croissance par rapport à ça, un maximum de contenu pédagogique, de sorte que la personne qui vient et qui a envie d'apprendre à jouer un instrument ne se trouve pas dans une impasse qui est je ne suis pas à l'aise avec le professeur que j'ai dans ma rue, parce que soit il n'a pas les compétences dans le style. Par exemple, un guitariste qui veut faire du jazz manouche, il ne va pas forcément trouver un professeur qui va lui apprendre du jazz manouche dans sa ville ou dans sa rue. Alors que là, avec E-Music School, il a la possibilité de l'apprendre avec la référence française du jazz manouche. Du coup, c'est la nouveauté qu'on apporte, c'était à la fois de donner la possibilité donc à des gens d'apprendre avec des artistes, et à la fois de le faire sans fin finalement, parce qu'il est toujours possible d'aller apprendre sur YouTube, par exemple, pour parler de bande passante.
Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de parcours pédagogique. Il y a pas de, on ne commence pas à un point A pour arriver à un point B en termes de technicité. Et là, on a tout un chemin pédagogique qui permet vraiment à un élève de se dire je suis accompagné, je peux évaluer moi-même les progrès que je fais sur mon instrument. Et c'est capital pour quelqu'un qui joue de la musique. Il faut qu'il ait des résultats. Oui, sachant qu'en plus, ce qui est intéressant chez la Music School, c'est que c'est un peu le rapport, on me disait tout à l'heure, avec le social. En fait, ça permet des passerelles vers des choses, et vous tous, vous permettez des passerelles vers des choses. C'est pour ça que je parlais d'inédit tout à l'heure, vers lesquelles on ne pourrait pas accéder naturellement, en fait, ou tout seul. Par exemple, prendre un cours de guitare avec Maxime Le Forestier, j'aurais bien envie, mais je ne suis pas sûr que Maxime il accepte, donc je peux le faire chez toi. Donc on a rigolé quand on s'est vu la première fois, mais moi je repensais à une journée grâce à vous tous, en fait. J'imaginais la journée de quelqu'un qui utilise tous vos services, en fait, et du coup il devient une espèce de super-héros, en fait, parce que le matin il dit je vais faire Paris, je vais aller voir ma copine qui habite à Lille grâce à Blablacar, parce qu'il m'offre un suite de covoiturage, je vais réserver le resto avec Restopolitane, et puis comme ça je paierai un petit peu moins cher, parce que bon, je veux bien l'inviter, mais quand même. Donc voilà, et puis le soir, je vais l'inviter dans un. J'ai réservé un super appart avec Airbnb, donc je voulais en mettre plein les yeux. Et puis en attendant, je vais me faire commander un jeu vidéo à la Fnac. Je vais le recevoir dans l'heure grâce à Toc 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 qui va me le faire amener tout de suite. Et puis le soir, je l'épaterai parce que j'aurais pris un cours avec Maxime Le Forestier justement de guitare, et je pourrais la séduire le soir même. Donc en fait, si vous résumez, je peux effectivement, grâce à vous tous, créer dans ma vie de l'inédit, en restant, encore une fois, je reprenais les termes de la keynote multicanal en pyjama, quasiment chez moi. Bon, même si à un moment et à un autre, il faut sortir. Et, ce que je voulais marquer, c'était ce qui était intéressant aussi, c'est d'entendre Serge Allen sur Toc Toc Toc, qui est un nouveau service aujourd'hui qui permet de, alors tu corrigeras, de se faire livrer quasiment ce qu'on veut, où on veut. Est-ce que justement, là, on parle de rupture, on parle de nouveaux services, etc. Mais je vais être un peu poil à gratter. En fait, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés dans tout ça, si ce n'est qu'éventuellement, comme je disais avant, j'aurais pu le faire tout seul. Si je veux quelque chose, je sors et je vais le chercher. Voilà. Mais moi, quand on avait parlé, je trouvais que vous apportez une forme de luxe, entre guillemets, à la portée de tout le monde. Alors, je ne sais pas ce que ça vous va comme terme à tous, cette forme de luxe accessible. Oui. Merci pour le oui. C'est juste. Bon, Toc Toc Toc, en effet, on va aller acheter en magasin tout ce que le client aurait pu acheter par lui-même, sauf qu'on va envoyer un runner qui va l'acheter pour lui et donc le livrer dans un délai record, en moins d'une heure, en moyenne en 35 minutes. Donc c'est vrai que ça, c'est pas un service qui est nouveau, puisque les services de conciergerie, ça existe depuis très très longtemps. Seulement, la seule différence, c'est que c'est très cher. Et que si on veut le faire soi-même, il faut soit envoyer un chasseur qui va prendre un taxi et qui va aller acheter et dont on ne sait pas où est-ce qu'il est déjà et quand est-ce qu'il va arriver. Pour la petite note, il y a des chefs concierges de Palace qui passent régulièrement commande chez nous, donc c'est la preuve que économiquement c'est même moins cher pour eux et même chez eux en fait de manière privée ils consomment aussi le service, donc c'est assez intéressant. En réalité, la rupture elle est possible grâce à tout ce dont on parle en fait, la technologie en premier lieu, et chez nous notamment le mobile. Je pense que les systèmes sont connectés. Il y a Facebook Connect, donc il y a des vecteurs viraux bien évidemment, mais entre la technologie, les systèmes imbriqués connectés et le mobile, on est dans une révolution qui est déjà majoritairement entamée, mais qui est la genèse en fait de cette rupture-là, et qui fait que comme en fait tous les flux sont harmonisés et que pour le coup chez nous tous les flux sont tendus, on optimise les coûts. On optimise toute la logistique, les coûts, qui fait que finalement le service rendu, qui est aujourd'hui pour le service de conciergerie et sur la base d'un abonnement assez cher à l'année, aujourd'hui chez nous c'est à l'acte. Et c'est un petit peu la culture du sans-engagement. Aujourd'hui, le free.fr et compagnie, on est dans la culture de l'instantané, ça me plaît pas. Si ça me plaît pas et que la qualité de service n'est pas maintenue, boum, je passe à autre chose. Et finalement, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. On réinvente rien, c'est juste qu'on met énormément de technologie du process et de la qualité de service, bien évidemment, pour amoindrir les coûts, mais baisser les coûts ne veut pas dire baisser la qualité de service, au contraire. Vous avez tous l'impression comme disait Serge, de ne pas vraiment inventer, ou au contraire de créer un nouveau modèle qui va devenir pérenne, en fait? Mais je pense que, en tout cas pour la plupart des innovations qu'on présente ici, à l'origine, le but c'est de faciliter en fait la vie des gens. C'est plus faciliter la vie des gens que créer un truc fondamentalement nouveau. Enfin, les gens qui créent des choses fondamentalement nouvelles, il y en a très très peu et bravo eux. Mais en général, c'est quand même plutôt de faciliter la vie des gens et de faciliter quelque chose qui soit existe déjà, soit est latent. C'est l'amélioration de l'existant. C'est ça, Ouais. hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la facilitation. Ma vie n'en est que plus facilitée grâce à vous, en fait. Et par rapport à ce que disait Serge sur la mobilité, nous, on propose des nouveaux services donc, aux internautes qui sont susceptibles d'être intéressés parce que c'est leur problématique à un instant donné, mais on évolue dans un monde qui lui-même est en constante évolution, et en particulier au niveau du mobile. Nous, on faisait eMusic School existe depuis 2008, on est sorti du bois à peu près en 2010. Et quand on faisait un petit peu un retour arrière, quand on regardait dans le miroir, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des moments où on faisait des business plans. En 2010, l'iPad n'était pas sorti, en fait. Alors qu'aujourd'hui, finalement, les échanges et le flux d'informations allaient tellement vite que quand on dit l'iPad n'existait pas, on a quasiment l'impression de parler de la préhistoire, alors que c'est un environnement technique qui permet aujourd'hui de proposer ce type de nouveaux services qu'on représente ici. Et en premier lieu, celui de Serge. Moi, j'ai envie de poser une question à Jean-David, qui attend depuis tout à l'heure. Jean-David, en fait, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous auriez eu envie d'investir dans tous ces gens-là, en fait? Oui, alors, bonsoir tout le monde, je suis Jean-David Chaboredon, je suis le président de ISAI, qui est un fonds d'investissement, qui a 2 véhicules d'investissement, un véhicule capital risque et un véhicule de capital développement. Alors il se trouve que j'ai investi dans un, puisque ma question n'est pas complètement détournée. On est investisseur de Blablacar depuis presque 4 ans. On a failli être investisseur chez Stéphanie. Je ne sais pas si on a regardé ton dossier. Airbnb, on n'investit pas en Californie, donc on n'a pas eu l'occasion. Et Toc Toc Toc, on a regardé. Donc voilà, donc on a eu l'occasion de regarder les choses. Moi, je voudrais revenir sur le point sur pourquoi c'est les startups qui innovent ou les entrepreneurs qui innovent, pas les grands groupes, parce que c'est un truc assez propre au web, en fait, et qui est assez intéressant. Le web, c'est quoi? C'est une suite d'éléments de construction d'une immense plateforme qui évolue de façon incrémentale et petit à petit, qui crée des opportunités de services. Et petit à petit, les fonctionnalités de cette plateforme donnent l'idée à des gens que des services différents, nouveaux, pourraient être disponibles. Si vous êtes une organisation établie, grande, et que vous constatez que l'opportunité existe de faire des choses différemment grâce à cette plateforme, il y a 2 conséquences pour la grande organisation établie. La première chose, c'est qu'il y a de fortes chances que faire les choses à la mode digitale ou à la mode web cannibalise votre business historique. Donc prendre la décision de lancer un business qui cannibalise votre propre business, c'est difficile. Et puis si vous êtes courageux et que vous dites on va quand même le faire parce que c'est inéluctable et ça va arriver, ce truc-là va rester très petit pendant très longtemps. Je crois que Airbnb est une société assez ancienne. Je connais bien l'histoire de Blablacar, qui est une société ancienne. Tu parlais de 2008, c'est ça, Stéphanie? 2006. La gestation de ce qui paraît innovant et de ce qui connaît un succès, c'est en fait très long. Or, imaginez un gars dans un grand groupe qui est manager d'un truc minuscule qui ne décolle pas pendant plusieurs années. Il ruine sa carrière. Alors que l'entrepreneur, il construit son avenir. Donc il y a une immense différence de comportement entre l'entrepreneur qui est en amont d'une opportunité, qui va prendre le temps, la patience, la passion pour délivrer un produit, un service qui effectivement va à un moment être adopté et va devenir un succès, et l'intrapreneur qui finalement va être considéré comme le gars qui gère un minuscule business à l'intérieur d'un grand business, donc ne va pas être considéré. C'est la différence entre l'artisan et la grande distribution, presque, enfin, entre guillemets. Non, je crois pas. Je crois que c'est le la grande série. Hein. C'est que pour faire évoluer les choses, par définition, c'est la passion et l'unique objectif vers quelque chose qui à un moment est petit, mais qui a un potentiel à révéler,
qui fait que ça arrive. Fred et Nicolas sur Blablacar, on leur aurait dit qu'aujourd'hui, début 2014, ils seraient dans 10 pays avec 5 ou 6 millions de membres. On leur aurait dit ça en 2007. Ils auraient dit, mais tu fumes la moquette. D'ailleurs, moi, on me l'aurait dit en 2010 quand j'ai investi, j'aurais aussi pensé que je fumais la moquette. Donc il y a quelquefois des histoires qui sont encore plus belles que prévues. Mais le fait que ça soit adopté massivement, que ce ne soit pas simplement des étudiants et des VRP qui conduisent des étudiants de Nantes à Paris, mais que ça soit un phénomène de société, le fait que les retraités le fassent, le fait que les gens considèrent que c'est une alternative réelle au TGV et qu'en plus c'est socialement très sympa, en 2006 c'était imprévisible. Il fallait donc avoir la ténacité, la patience, la passion pour faire que ça arrive. Jamais un grand groupe n'aurait eu cette ténacité, cette passion. Et en fait, je pense que ça aurait été presque, pour renforcer ça, ça aurait été presque illogique en fait pour un grand groupe de faire ça, parce que tu aurais présenté ça en disant voilà, je vais faire ce service de covoiturage longue distance qui n'existe pas. Et le feedback qu'on avait à l'époque quand j'ai rencontré Fred et qu'on étudiait ensemble, on avait présenté ça à un business plan, une compétition de business plan, et on nous avait dit bah écoutez, si vous avez 100 000 membres un jour, c'est incroyable. Et aujourd'hui, comme disait Jean-David, on est entre 5 et 6 millions et on en a à peu près 100 000 qui rejoignent le service quasiment toutes les semaines. C'est incroyable. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en effet, il y a une longue gestation parce que tu crées un marché. Et c'est difficile pour un grand groupe, pour quelqu'un, pour un incubant, de se dire je vais aller créer un marché, ça va prendre un temps indéterminé. Et aujourd'hui, ça serait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes un marché qui fait 4, 5, 10 millions de membres, ou tu regardes Airbnb, tu regardes Blablacar, tu te dis peut-être que ça vaut le coup de lancer quelque chose. Donc c'est ça, je pense, qui fait une grosse différence en fait. Moi, j'ai lu un article d'une femme entrepreneur qui a monté sa société, qui est assez connue maintenant, je ne citerai pas son nom, qui dit qu'il faut à peu près 6 ans à peu près pour atteindre une forme de première vitesse de croisière, pour être sûr que le modèle est pérenne, en tout cas qu'il vaut quelque chose, et que à 6 ans, on commence à voir les choses. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, au-delà du chiffre, hein, il faut effectivement, comme disait Jean-David, un certain temps pour que vous commenciez à y voir un peu plus clair dans vos business, parce qu'on le sait bien, un business, entre guillemets, on va pas, moi je ne vais pas foutre ce terme start-up parce que je trouve que je viens d'une époque où il a été décrié, mais je l'aime bien dans le sens où le start-up, ça montre qu'on démarre de zéro, donc il y a une vraie création. Et est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut attendre un certain temps pour qu'on se dise tout compte fait, c'était une bonne idée? C'est sur du B2C ou du B2B? Parce que je pense que sur le B2C, en B2C. Sur le B2C, je pense que maintenant il y a un phénomène quand même d'accélération avec les réseaux sociaux, et peut-être que c'était avant. Il y a énormément d'exemples où en fait, on en parlait juste avant avec un Facebook Connect, on est arrivé à un point où ça va très très vite entre le mobile et les réseaux. Tout dépend du service en tant que tel aussi, hein. Mais je pense que maintenant on est vraiment sur une accélération, quel que soit le business, dès lors qu'il marche et qu'il y a une bonne stickiness et que les gens y reviennent parce que le service marche. Ça me paraît beaucoup 6 ans quand même, hein. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que sans doute les rythmes s'accélèrent. Ceci dit, l'Internet, c'est une plateforme, c'est une base de marché. Et très souvent, il y a des phénomènes de poulet d'œuf qui mettent du temps en fait, à se matérialiser. Parce que si on est en B2C, c'est finalement assez facile, parce qu'on peut dire, il suffit que je trouve des C sur les réseaux sociaux, puis ils vont acheter mon truc, et moi le B. Mais si on est en B2B2C ou C2C ou des choses comme ça, qui sont quand même les modèles les plus disruptifs de l'Internet, c'est dans des situations où s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de passager, s'il n'y a pas de passager, il n'y a pas de conducteur. Enfin, pour prendre cet exemple-là, s'il n'y a pas de restaurateur, il n'y a pas de gens qui vont manger dans les restos. Donc la masse critique est quelque chose d'important, et c'est assez difficile, souvent sans moyens, parce qu'on n'a pas encore démontré que ça marche, d'atteindre la masse critique. Et puis tant qu'on n'a pas de moyens, tant qu'on n'a pas montré la masse critique ou quelque chose qui ressemble à une traction, on n'arrive pas à lever de l'argent pour atteindre la masse critique. Donc je pense que la gestation des startups est quand même de quelques années avant de devenir quelque chose de visible, de reconnu, d'émergent comme un vrai phénomène d'usage, etc. C'est au moins de quelques années. On n'est pas du tout dans des... Alors peut-être Snapchat pour les ados, ça met 5 mois à conquérir le monde parce que c'est très très particulier, il n'y a pas cette notion de marketplace ou de masse critique. Mais globalement, si on utilise Internet comme une marketplace, qu'elle est fondamentalement, je pense qu'on est encore dans des gestations de l'ordre de quelques années. Et après je rajouterais à ça aussi sans doute,
il y a un phénomène qui peut rallonger le temps d'arriver à un rythme de croissance suffisant, c'est le fait que le service soit payant ou pas payant. Et ce sera toujours beaucoup plus compliqué à un moment de faire comprendre à un internaute qu'il a intérêt à sortir la carte bleue et qu'il y gagnera après en tant que service, versus un service complètement gratuit où finalement c'est vrai qu'il peut y avoir des impacts réseaux sociaux extrêmement forts au démarrage. Il peut y avoir le temps de changer de business model aussi. Merci. Il peut y avoir aussi le temps de changer de business model, ce qui, mine de rien, concerne au moins la moitié des structures qui existent encore au bout de 6 ans, en tout cas nous sur la partie digitale, de tester une fois, de se planter, de rectifier, de faire évoluer le prix et ainsi de suite. Et c'est un des principaux avantages d'Internet, c'est de pouvoir changer en une nuit et de proposer du jour au lendemain une nouvelle offre. Et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Donc c'est peut-être quelques années, en effet peut-être pas 6 ans, mais au moins quelques années. Mais c'est pas juste à attendre que ça se passe, c'est à tester, et c'est ça une des grandes forces du digital. Et c'est quoi le but de vos entreprises? C'est d'être, encore une fois, je vais poser, c'est d'être original ou justement d'imposer une forme de nouveau service en fait? Je ne sais pas si je suis bien clair, parce que l'originalité, elle est intéressante, mais comme disait Nicolas, mais c'est un temps donné, c'est-à-dire que c'est sympa, c'est original au début, et puis dans 10 ans, Airbnb ne sera plus vraiment original, il sera peut-être totalement inclus dans nos quotidiens, dans notre fonctionnement. Et est-ce que c'est ce que vous cherchez justement, votre idéal à vous, entrepreneurs, c'est que demain, je ne me pose même plus la question de savoir si Blablacar est une nouvelle société, c'est de savoir que c'est mon quotidien, mon automatisme, c'est ça. Est-ce que chacune des entreprises, je pense, en fait, a une mission. Et c'est le mot mission qui est hyper important. La mission de Blablacar, tu la diras sans doute mieux que moi, mais c'est de faciliter un trajet moins cher, par exemple. Enfin, je pense que tu le dirais 1000 fois mieux que moi, j'en suis désolée, mais voilà, c'est ça. Toi, c'est de permettre de découvrir les nouvelles villes chez l'habitant. Et c'est par rapport à cette mission, finalement, c'est pas une question d'être original, c'est juste de faire évoluer les services qui sont liés à la mission. Oui, et puis ce qui est aussi très important, je pense, c'est, on parlait de passion tout à l'heure. Je vais plus parler pour le fondateur d'Airbnb que pour moi, mais enfin, il dégage une passion. Et là, je suis le seul à pas être entrepreneur finalement ici, donc je peux en parler plus facilement. Travailler dans une entreprise qui est en pleine croissance, avec un fondateur et PDG qui dégage une telle passion parce qu'il croit, enfin, même contre vents et marées, il croit que ce qu'il fait est bien et qu'il va dans une direction qui est la bonne. C'est ça qui est très fort. Et je pense que ça rejoint aussi ce que disait Jean-David sur la difficulté pour les grands groupes à innover, au moins de façon aussi disruptive. C'est peut-être que finalement, c'est peut-être pas si évident quand on est la personne responsable de la partie disruptive qui est un petit business dans un gros business, de sentir cette passion et de sentir qu'on fait quelque chose qui est bien dans l'absolu. Ça veut dire quoi, Jean-David? Ça veut dire qu'il faut être petit pour innover? C'est une obligation? Agile? Et puis passionné, il faut y croire, quoi. Donc c'est ça les trois clés aujourd'hui? Accepter de passer ces nuits, ces week-ends, ces journées avec un revenu très modeste, avec une incertitude énorme sur le fait que ça change pendant un temps indéterminé, forcément, c'est inhabituel. Maintenant, c'est parce qu'on pense qu'effectivement, ce qu'on fait va un jour se matérialiser par une belle histoire. Et cette passion-là, et je pense que vraiment le mot passion est, je suis désolé, le mot passion est le bon mot, c'est celle qui amène les plus belles innovations, parce que par définition, elles ont été concoctées par une prise de risque qui n'a rien à voir avec la vie du salarié d'un grand groupe. Rien à voir. Il y a aujourd'hui une démocratisation de certains services, on commence à le voir grâce au digital, encore une fois. Est-ce que vous pensez réellement qu'on va vers une ère des services ou on va revenir à une ère des produits, en fait? Ma question est peut-être trop large. C'est une question du mec qui ne bosse pas dans le digital, c'est ça? Moi, j'ai l'impression qu'on va plus dans le service que dans le... Voilà, pour une raison très simple, c'est que je vais expliquer plus largement. Parce que même les grands groupes aujourd'hui se posent plus la question du qu'est-ce que je peux apporter de plus à mes clients? Hop, ils pensent service, ils ne pensent pas produit. Et j'ai l'impression que l'ère de l'économie aujourd'hui est au service. Qu'est-ce que je peux apporter comme confort, comme facilité à mes clients plutôt que comme nouveaux produits? Si vous regardez bien le taux d'innovation en nouveaux produits aujourd'hui dans les grandes entreprises, enfin,
dans les entreprises mondiales est assez faible. La rénovation des produits, les nouveaux produits qui sortent sont beaucoup moins importants qu'à une époque. On va sur le service, on améliore l'existant, encore une fois. Mais est-ce que vous croyez que demain, on va vivre une ère d'un seul coup il y a le CES en ce moment à Las Vegas avec beaucoup d'innovations, mais on s'aperçoit que ce sont des innovations assez limitées en fait. Ça existait déjà et on rajoute des roues à un petit bonhomme qui roule, c'est tout. Donc on rajoute des ailes à un truc qui vole. Donc est-ce que demain c'est ça, ou est-ce qu'on va revivre encore une époque où on va créer des nouveaux produits, on va revenir dans une ère où le client, on va lui proposer à nouveau des produits, où on va le porter vers des nouveaux services? Je dirais que c'est très large comme question. C'est vrai. Non, mais je dirais qu'avec le mobile, encore une fois, on a la chance en tant qu'enseigne ou marque de pouvoir plus facilement interagir avec sa clientèle et de créer un lien et du coup d'apporter quelque chose finalement dans un mouvement forcément qu'on constate, une relation commerciale et donc pour apporter du service, pour peut-être mieux vendre du produit par ailleurs. Donc je pense que le mobile est quand même une base fondatrice quand même de ce mouvement, de cette accélération du digital qui promeut ou accélère ou diversifie le service au sens large. Juste pour essayer de rebondir là-dessus, si on prend l'exemple de Nespresso, Nespresso c'est un nouveau produit, c'est un produit innovant, c'est aussi un business model innovant puisqu'ils gagnent plutôt de l'argent sur les capsules que sur les machines. Et puis c'est aussi une expérience qu'ils essayent en termes de service de faire fonctionner pour que typiquement quelqu'un qui boit une certaine quantité de café ne tombe jamais en panne et ils le reçoivent toujours à la bonne heure, mais pas trop non plus. Enfin bon, donc la notion de produit et de service, elle est où chez Nespresso? Est-ce que la capsule c'est un service ou un produit? Bref, c'est l'ensemble, produit plus service, qui a de la valeur. Et puis après, on peut prendre l'autre extrême, on peut dire est-ce que l'aspirateur connecté a un avenir? Sans doute pas. Peut-être que oui. En tout cas, l'aspirateur connecté tel qu'on le voit, le Dyson habituel connecté, on ne voit pas bien. L'aspirateur qui, par contre, bosse tout seul et nettoie la maison de fond en comble sans qu'on lui rend compte avec un petit SMS, c'est-à-dire c'est fait, ça a peut-être de l'avenir. Voilà, donc, et là, c'est quoi? C'est un service, c'est un produit, etc. Donc, cette frontière produit-service, je pense qu'elle est complètement artificielle. Et la réalité, quand les gens parlent de l'Internet et des objets, bien sûr, il y a du hype, bien sûr, il y a la fourchette qui calcule combien vous mangez. Ça sera peut-être jamais un gros marché. Peut-être que je me trompe totalement. Peut-être que ça sera le marché de la fourchette sera remplacé par la fourchette qui dit mange pas trop vite. Peut-être. En tout cas, est-ce que c'est un produit, un service? Je crois que c'est plus une bonne question. La vraie question, c'est est-ce que l'ensemble produit, service, connexion, même partage avec les autres, etc. Est-ce que cet ensemble-là, il est cohérent? Est-ce qu'il correspond à un besoin, à un usage? Est-ce que les gens l'adoptent? On parle de produits et de services, excuse-moi, mais c'est vrai que je pense que l'expérience est fondamentale aussi entre les deux. Moi, j'ai testé iMusic School, j'étais bluffé. Je fais un peu de piano, je me suis inscrit, j'ai payé. Et immédiatement, j'avais ma tablette devant mon piano et j'étais dans un process didactique, pédagogique, où en fait j'avais Manoukian qui m'expliquait les bases du jazz. Enfin, c'était marrant. Et c'est de l'expérience, c'est puissant. Et c'est pareil pour Airbnb. Je veux dire, voilà, on a vécu un beau moment dans une ville atypique ou différente. On met de la review, on met des commentaires, et on y reviendra forcément dès lors qu'on est satisfait. Enfin, c'est pareil pour Blablacar d'offrir une place au restaurant dans un panel de 1500 restaurants en France. Donc je pense que l'expérience c'est fondamental pour qu'on revienne sur de la fidélité et sur les bases un peu du commerce, quoi, qui est de la qualité de service et que les gens reviennent parce que ça marche et que l'expérience. En fait, en résumé, tout simplement, vous êtes parti du client avant tout. Enfin, j'ai l'impression. Il paraît qu'il faut normalement s'occuper de son client. Ouais, ça... Il paraît. Il paraît. Je pense même qu'en général, on est parti de nous, en fait. Moi, je dis, encore une fois, nos fondateurs chez Airbnb sont partis d'eux. Et vous eux, pouvez être vos propres clients aussi, c'est pas interdit. Ouais, d'ailleurs, ils le sont. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont partis ils ont inventé quelque chose qui leur rendait leur vie plus facile. Et d'ailleurs, en fait, c'est un des conseils qui nous martèle à longueur de journée, c'est faites des choses qui vous paraissent bien à vous. Et si elles vous paraissent bien à vous, il y a quand même de grandes chances qu'elles paraissent bien à beaucoup de monde. Donc, la première chose, évidemment, il faut s'occuper de ses clients, mais au début, en général, une innovation, elle part quand même de quelque chose qu'on pense être bien pour soi, quoi. Donc, faciliter la vie des autres, se faciliter la vie, ça veut dire se faire plaisir, en fait, je suppose. C'est ce
que tu entends par Oui, là. ou résoudre un problème. Nous, dans notre cas, par exemple, au début, en fait, nos 3 fondateurs étaient colocataires et leur loyer a augmenté, ils ne pouvaient plus le payer, etc. Il y avait plein de monde dans la ville à l'occasion d'une conférence de design. Et donc, ils se sont dit, on va louer notre appartement à des designers qui sont à San Francisco à ce moment-là. Donc, c'était pas pour se faire plaisir, c'était pour résoudre un problème qui était leur problème financier. Mais ils ont fait quelque chose pour résoudre leur propre problème. Et comme ils ont vu que ça marchait, ils se sont dit, mais si on a résolu notre problème grâce à ça, on va pouvoir résoudre le problème de centaines de milliers de personnes aussi. Donc c'est intéressant ce que tu viens de soulever comme mot, résoudre un problème. En fait, vous êtes tous là pour résoudre un de nos problèmes, en fait. Enfin, si on en avait un, bien sûr. Sans doute, ouais, pour faciliter la vie et par rapport au switch produit-service, sans doute tu es impatient par rapport à l'arrivée de nouveaux produits durs, alors que finalement il y a un flux de nouveaux services constant sur le web et tous les outils que chacun a dans la poche regorgent de services et qui sont finalement autant de petites applications, autant de petits outils qui permettent on demand et en fonction de la personnalité de chacun de se simplifier la vie. Et on retombe vraiment sur la manière aujourd'hui que les gens ont d'organiser leur vie. Et l'exemple que tu donnais sur la journée illustre bien le fait, finalement. Et clairement, effectivement, et comme disait Jean-David, en fait, c'est une fausse question. Il y a plus de... Quasiment, les frontières sont en train de se gommer, en fait, entre produits et services. Les uns rendent service aux autres, les produits nous rendent service, et on rend service aux produits, en fait. Donc, où on se rend service grâce aux produits. Et si j'ai un téléphone, un smartphone, sur lequel j'ai des applis, effectivement, comme dit Sylvain, j'ai accès à un monde de services que vous m'offrez, qui sont les plateformes sur lesquelles vous reposez aussi. Enfin, voilà, après, le digital, effectivement, ça paraît peut-être ballot de dire ça, mais tout à l'heure, quand je vous demandais est-ce que le digital vous a propulsé plus vite qu'une entreprise classique, certainement, parce que justement, d'un seul coup, vous avez été à la disposition peut-être un plus grand nombre de clients plus rapidement, peut-être, qu'à une certaine époque. Ouais, je pense qu'on passe aussi par des phases. Si tu regardes, je ne sais pas si on appelle ça un produit ou un service, mais quand l'iPhone est sorti en 2007 ou 2008, finalement, on va appeler ça un produit, c'est un truc. On va appeler ça un produit, mais l'App Store, c'est un service. Finalement, ça a ouvert des années d'innovation. C'est-à-dire combien Uber, tout un tas de services maintenant sont nés du mobile, sont nés de l'iPhone. Donc finalement, tu passes par des cycles où la DSL a créé tout un accès à Internet. Sans ça, on ne pouvait pas faire tout un tas de choses sur Internet. La fibre a fait ça, etc., etc. Donc finalement, on passe par des phases peut-être plus produits, plus hardware, qui créent plus de services et on passe par des cycles, je pense. La question intéressante, c'est quand dans 15 ans, quand on achètera une voiture, est-ce qu'on dit est-ce que tu as acheté une voiture Android ou une voiture Mercedes? Quel est le moteur? Est-ce que c'est l'OS de l'ordinateur central ou est-ce que c'est le moteur thermique à l'intérieur du moteur électrique sous le capot? Je ne sais pas répondre à la question. Peut-être qu'on dira tiens, oui, j'ai acheté une Android. Il paraît, ouais, ils sont en train de voir ça chez BMW d'ailleurs. Est-ce que la salle a des questions, des réactions, des choses comme ça? Parce qu'on vous entend très peu en fait, et on aimerait bien vous entendre. Donc, petite main, profitez-en, ou c'est pas tous les jours qu'on a des gens comme ça devant vous? Non? Vous attendez la fin de la journée? Vous êtes tous fatigués? Et vous attendez l'apéro? Donc, on va se diriger doucement vers la conclusion. J'ai envie de vous poser tous une question très simple, en fait. C'est tout bêtement, comment vous voyez demain dans vos sociétés respectives? C'est-à-dire que, ok, on a parlé d'originalité, on parlait de rupture, on a parlé... Bon, on est d'accord sur ça, mais c'est pas ce que vous allez pouvoir apporter demain. Est-ce que vous voulez que dans 10 ans, on dise Restopolitan, je les ai vus... oui, mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure à Nicolas, je n'imagine pas réserver un restaurant sans Restopolitan. Est-ce que c'est ça le but, ou est-ce que ça laisse présager encore d'autres innovations sur l'innovation? Est-ce que c'est la volonté de surinnover tout le temps, avec la réserve effectivement qui est de ne pas perdre le modèle de départ, mais est-ce que l'idée c'est de se dire il y a encore 1 milliard de possibilités à offrir, ou alors on reste sur notre business et on le préserve pour qu'il vive le plus longtemps possible? Nous, on voit aujourd'hui qu'on c'est finalement que le début pour nous, et qu'il y a encore beaucoup de marchés à conquérir, beaucoup d'utilisateurs à conquérir, etc. Et notre mission, qui est de se dire
on veut permettre aux gens de mettre plus de restaurants dans leur vie, parce qu'on part du principe que le restaurant sont des beaux moments à passer et que ça doit se passer de manière fluide et agréable. On est loin d'avoir clôturé notre mission. Donc a priori... Un monde de possibilités. Exactement. Ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est finalement on est en train de créer un nouveau moyen de transport. Et donc au début c'était tout petit, puis ça grandit, ça grandit. Et ce qui est excitant, c'est un moyen de transport qui a démarré en France. Maintenant c'est pan-européen. Peut-être un jour ça sera global. Et ce qui est excitant pour nous, finalement l'équipe fondatrice et tous les employés, c'est qu'on voit pas le plafond. Donc aujourd'hui en France, on est encore en forte croissance alors qu'on parle de millions de membres, on parle de millions de trajets. Dans les nouveaux pays, on s'est lancé, on va beaucoup plus vite dans les nouveaux pays qu'on allait en France à l'époque. Donc finalement, c'est ça le but, c'est de continuer à créer ce réseau de transport global et se dire que peut-être que dans 5-10 ans, les gens penseront naturellement pour aller faire un Munich-Berlin, pour faire un Paris-Lille, pour faire un Londres-Manchester, ils vont se dire qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends un Blablacar ? Est-ce que je prends le train ? Est-ce que je prends l'avion ? Est-ce que je prends ma voiture ? Et que ça devienne naturel. Et ce qui est excitant, c'est qu'on n'en est pas du tout là. On est, comme on dit, on scratch the surface. Là, on est juste au début de tout ça et on voit pas le plafond. Donc c'est ça, c'est ça le but et la mission. Ce qui est vraiment excitant, c'est d'être comme disait Stéphanie, dans le début du commencement de l'histoire, en fait. Donc vous avez un milliard de choses à créer. Nicolas ? Ouais, moi, ce que j'observe chez nous, chez Airbnb, on est une boîte de à peu près 700-800 personnes aujourd'hui. Et en gros, on a une phase où, pareil, comme Nicolas, on ne voit pas pour le plafond, on est encore dans une phase de croissance importante, mais où en gros, il y a un enjeu important qui est le passage au mainstream, au grand public, et qui est un passage en fait assez difficile dans une entreprise qui a une culture de l'innovation et une culture de la start-up très forte. Et je pense que c'est le challenge de pas mal de start-up qui démarrent bien et qui, au cap de 5 ou 6 ans, finalement, ont un passage culturel, un gap culturel qui est assez important à apporter. Parce que être une entreprise mainstream, c'est pas la même chose qu'être une entreprise innovante et où tout est early adopters te pardonne ton service qui n'est pas toujours parfait, ton service client par exemple qui n'est pas toujours parfait, et puis le jour où tu passes grand public, c'est là où tu as une autre culture à apporter. Et je pense que c'est ça vraiment le challenge pour pas mal de boîtes comme les nôtres. Serge ? Nous on est un peu plus jeunes, donc on n'a pas encore atteint les caps des 6 ans. Mais disons que la vision, c'est quand même d'apporter du service et surtout de le démocratiser avec la technologie. Le timing est intéressant aussi parce qu'on est un peu comme du Uber de biens de consommation, mais pas seulement, puisqu'on harmonise la logistique via de la technologie, encore une fois, du temps réel et de la mobilité pour répondre à des problématiques e-commerce, par exemple, de delivery. Et de rendre ça accessible, mais avec la meilleure des promesses et donc un meilleur des services, a priori. Mais et une volonté de longévité. Voilà, pas trop partir, rester quand même focus sur le business, sur le modèle business. de base. Ouais. Sylvain, même question. Ouais. Et nous l'idée, c'est de contenter les musiciens dans leur démarche d'apprentissage de la musique, qui est vaste comme le nombre d'artistes. Et du coup, c'est la course au contenu actuel, au contenu traditionnel, etc. Et de proposer, aujourd'hui il y a 26 000 vidéos de cours sur le site, de proposer toujours plus de vidéos qui puissent permettre à une personne, aujourd'hui les musiciens n'écoutent plus seulement du rock ou du jazz, ils écoutent de tout, et c'est de pouvoir correspondre au mieux à leurs attentes en termes d'apprentissage de la musique, que ce soit technique ou que ce soit ludique avec des artistes. Si vous voulez tester, je te l'ai dit, vous allez sur emusicschool.com/web2business et vous tapez web2b et vous aurez une semaine offerte. Voilà. Merci à eMusic School pour cette petite annonce qui était bien. Jean-David, un petit mot de la fin pour dire le regard de l'entrepreneur, de l'investisseur, pardon. Ouais, le web, c'est une plateforme qui vit des évolutions assez darwiniennes, assez schumpeteriennes, avec une tendance à fabriquer un peu des monopoles de fait ou des monopoles ou des oligopoles, etc. Et puis mais par contre des opportunités nouvelles qui renouvellent le genre, qui mettent à mal des gens qui à un moment donné sont des champions, etc. Prenez Facebook qui rend ridicule MySpace en finalement assez peu de temps. C'est un bon exemple. Moi, mon métier d'investisseur, c'est justement d'observer un peu tous ces mouvements darwiniens et schumpeteriens
Et puis d'essayer de dire à l'entrepreneur, voilà ce qui me semble encore possible, voilà la carte que tu peux jouer. Et voilà, là par contre, je pense que la seule carte à jouer, c'est malheureusement celle-là ou celle-ci. Et typiquement, si je prends l'exemple de Blablacar, à l'instant T, on est comme le dit Nicolas, on voit pas le plafond. Maintenant, dire ce qui sera le covoiturage sur le web dans 2 ans, c'est faire de la science-fiction. Ok. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette keynote. Merci beaucoup au public de nous avoir écoutés et on espère que vous avez passé une belle journée qui n'est pas totalement terminée. Donc si vous pouvez rester encore quelques minutes, on a quelques annonces à vous faire. Donc je remercie tous les intervenants et intervenantes. Voilà, on peut les applaudir.